Bonsoir à bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous pour cette première manifestation Acte ICP de la semaine du 8 mars. En effet, cette semaine, nous vous proposons plusieurs rendez-vous. Demain, sur le compte Instagram Acte ICP, vous saurez tout de ce que signifie être une femme aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous, grâce à un petit montage vidéo concocté par Jenna Boulmedaïs. Jeudi 11 à 19h, une conférence au titre prometteur vous attend, Croire en soi, dotée d'un plateau de femmes inspirantes. Et vendredi à 19h30, un super concert avec des musiciennes de talent sera diffusé sur Demio. Alors en cette soirée qui clôt une journée dédiée non pas à la femme, mais aux droits des femmes et à leur lutte pour faire valoir ces droits, inutile d'offrir une rose aux mamans, aux compagnes, amis ou collègues. Cette journée, c'est plutôt l'occasion pour nous tous et nous toutes de nous pencher sur la grande question de l'égalité femmes-hommes et de constater hélas que si les droits sont là en théorie, l'application pratique est ô combien plus compliquée. Écart de salaire, violence, tâches ménagères, rapports de domination, la route est encore longue. Pourtant, les énergies et les initiatives ne manquent pas pour nous ouvrir les yeux sur toutes ces inégalités de traitement. J'ai autour de moi 3 femmes qui ont fait de leur métier l'un des bras armés de cette lutte pour l'égalité des droits, à savoir l'information. Chacune a fondé ou cofondé un média féministe pour cesser enfin de ne regarder l'information qu'à moitié et aborder l'info à travers des prismes et des angles largement délaissés par les médias mainstream. Bonsoir Isabelle Germain, vous êtes la fondatrice des Nouvelles News et l'autrice du livre Journalisme de combat pour l'égalité, dont l'école s'est dotée de plusieurs exemplaires que nous nous ferons un plaisir d'offrir aux étudiants intéressés qui se manifesteront sur le chat. Bonsoir Marie Charvet, vous êtes la cofondatrice des éditions du 8 mars, décidément le 8 mars, grâce auquel vous éditez la magnifique et extrêmement intéressante revue Femmes ici et d'ailleurs. Et enfin, bonsoir Mathilde Bourmeau. Alors pour ceux qui vous connaissent déjà ici en tant qu'enseignante, ils découvriront que vous êtes aussi la fondatrice du média Les Ambitieuses, que je vous laisserai présenter. Alors Isabelle Germain, je vais commencer par vous parce que vous êtes une pionnière. Vous avez fondé les Nouvelles News en 2009. Pourquoi et face à quel constat? D'accord, je me lance. Alors merci. Bonjour. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc, bonsoir à tout le monde. On vous devine. Moi, je vais vous raconter mon engagement avant de créer les Nouvelles News. Donc moi, je suis journaliste depuis assez longtemps. J'ai travaillé dans la presse professionnelle plutôt spécialisée dans la communication et dans la presse d'information générale. Et en parallèle de mon activité de journaliste, j'étais très engagée au sein de l'Association des femmes journalistes, où on a fait les premières enquêtes sur la place et l'image des femmes dans les médias. Donc pas tellement les femmes journalistes, mais celles qu'on voit quand on ouvre un journal, et on comptait le nombre d'hommes et de femmes cités dans le contenu de l'information. On faisait ça avec un organisme international qui s'appelle Media Watch, qui fait les mêmes enquêtes tous les 5 ans. Et donc, il suffit d'ouvrir les journaux, enregistrer les journaux télévisés et puis compter nombre d'hommes et de femmes cités et dans quelles circonstances ils et elles sont cités. Et ce qu'on constatait à l'issue de ces enquêtes, c'est que 20% seulement des personnes qui étaient citées dans le contenu des journaux étaient des femmes. Et lorsqu'elles étaient citées, ce n'était pas dans des rôles hyper valorisants. Il y avait 3 cas de figure principaux qui sont lorsqu'elles ont un rôle de faire valoir par rapport à l'homme, l'épouse, la compagne, la maîtresse. Le deuxième cas de figure, c'est que lorsqu'elles sont victimes de quelque chose, vous avez un tremblement de terre quelque part, hop, on met une caméra sur des femmes qui sont en train de consoler leurs enfants et on vous montre des hommes médecins. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie parce qu'il y a beaucoup de femmes engagées dans les associations humanitaires, mais c'est ça qu'on nous donne à voir. Et puis le troisième cas de figure, donc c'était des femmes anonymes. C'est une passante, une vieille dame, c'est une Nicole qui fait ses courses pour la rentrée scolaire, etc. Alors que les hommes, eux, ils occupent 80% de la surface éditoriale des journaux et ils sont cités avec leur nom, leur prénom, leur fonction. Ils ont des fonctions plutôt d'experts, de dirigeants, de héros, beaucoup de héros sportifs.
Et on pourra reparler, si vous voulez, de la place du sport dans les journaux, parce que c'est hyper important sur l'impact que ça a sur la société. Et donc, ces études, on les faisait tous les 5 ans. Et on se disait, à force de mettre ces études sous les yeux des journaux et des dirigeants de journaux, ça va changer, ils vont essayer de rééquilibrer les choses. Et pas du tout, parce que tous les 5 ans, on avait quasiment les mêmes résultats. Et là, il y a 3 jours, j'ai refait un article sur une enquête qui vient de sortir sur la place des femmes dans les médias, c'est les 1000 personnalités de l'année, et il n'y avait que 20% de femmes, encore une fois, parmi les personnalités les plus citées dans les journaux pendant l'année 2020. Donc ça ne bouge pas, ça bouge très très peu. Ça ne bouge que quand il y a des actions fortes. Les lois sur la parité ont fait qu'il y a eu davantage de femmes dans les pages politiques des journaux. Mais ailleurs, ça n'a pas bougé. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, donc à la fois mon activité professionnelle et mon engagement au sein de l'Association des femmes journalistes. Et puis à un moment, je me suis dit qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même et que puisque ça ne changeait pas dans les autres journaux, j'allais créer un journal. Et donc j'ai créé en 2009 les Nouvelles News. J'ai pu quitter le journal dans lequel j'étais. À l'époque, j'étais à l'Usine Nouvelle, donc un journal économique professionnel qui a été vendu. Et donc j'ai pu partir dans de bonnes conditions et ça m'a donné l'occasion de créer donc en 2009 les Nouvelles News. Donc 2009, c'est le début des pure players. Et donc ont été créés en même temps, il y avait Mediapart, Rue 89, voilà, et on a créé avec ces journaux-là un syndicat de la presse des pure players. Alors donc les Nouvelles News, l'objectif c'était de faire un journal d'information générale, mais en équilibrant la place des femmes et des hommes, en ayant autant de femmes que d'hommes dans toutes les rubriques. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir suffisamment de fonds pour créer un journal et pour pouvoir embaucher ce qu'il faut faire quand on fait un journal d'information générale, qui est d'embaucher une cinquantaine de journalistes, ou au moins une vingtaine, enfin bon, voilà. Et donc, du coup, la ligne éditoriale, ça a été, alors c'est ce que j'ai appelé dans le livre donc, qui sort, voilà, que vous allez recevoir bientôt. Le sous-titre du livre, donc le titre c'est Journalisme de combat pour l'égalité, et le sous-titre c'est Tremper la plume, enfin c'est la plume dans la plaie du sexisme, en référence à la phrase de Albert Londres qui dit que être journaliste c'est tremper la plume dans la plaie. Et tremper la plume dans la plaie du sexisme, ça veut dire qu'on fait des articles qui font le point sur l'état des inégalités entre les femmes et les hommes dans la société, les choses qui avancent et les choses qui bloquent, et dans tous les secteurs de la société, dans toutes les rubriques qu'on peut trouver dans n'importe quel journal. Et puis l'autre chose de tremper la plume dans la plaie du sexisme, c'est aussi parce que le journalisme a un rôle très important dans la perpétuation du sexisme, c'est aussi être extrêmement critique vis-à-vis des autres journaux qui continuent à perpétrer le sexisme. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, on n'a pas encore fait le papier, mais ce qui s'est passé dans l'IB aujourd'hui, qui a été extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux, Journée internationale des droits des femmes, l'IB donne la parole à un violeur, le type, et c'est pas le mec qui fait pas une confession, il explique pourquoi il a violé. Enfin, il sort les arguments des violeurs et les journaux en général reprennent ces arguments sans recul et c'est exactement ce qui se passe dans l'IB. Alors que les féministes n'arrêtent pas de dire mais il faut arrêter de perpétuer ce qu'on appelle la culture du viol, c'est-à-dire mettre les violeurs en situation de victimes et les personnes qui ont été violées limite en situation de coupables parce qu'elles auraient provoqué, etc. Donc voilà, je vois que Manon est tellement choquée. Bon, super, c'est bien que vous ayez été choquée, mais c'est fou qu'on soit obligé d'expliquer pourquoi c'est choquant. J'ai eu quelques échanges sur Twitter avec des gens qui pigeaient pas pourquoi c'était choquant que l'IB ait donné la parole à ce bonhomme. Donc voilà, ce qu'on fait dans les Nouvelles News, c'est à la fois essayer de faire un état des lieux des avancées ou pas de l'égalité homme-femme et puis voilà, tremper la plume dans la plaie du sexisme, c'est aussi critiquer ce que font les autres médias. Merci. Pardon. Oui. Marie Charvet, qu'est-ce que vous
pensez est-ce que les éditions du 8 mars sont nées également de ce constat qui est que finalement il n'y a pas d'équilibre entre la représentation que les hommes ont de l'information et que les femmes ont de l'information? Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous pour parler de ce sujet qui est en effet avec Isabelle notre sujet de prédilection depuis longtemps, alors moins longtemps que toi. Alors oui, c'est un constat qui vient pas tout à fait du même parcours. Alors moi, personnellement, je ne suis pas journaliste. En revanche, je travaille au quotidien avec des journalistes, pas une vingtaine, j'aimerais bien aussi Isabelle, mais une vingtaine par magazine, ça c'est sûr. Alors nous, le magazine Famille ailleurs, donc que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, donc je vous en parlerai après. Pourquoi il existe ce magazine? Pour les mêmes raisons que les nouvelles news, rééquilibrer l'info. Moi, je connais depuis 1996 à peu près Pierre-Yves Ginet, un des co-rédacteurs en chef du magazine. Pierre-Yves aurait bien aimé être là ce soir, mais il a une autre conférence d'un autre côté, puisque c'est la journée où tout le monde essaye de se diviser. Pierre-Yves, moi, quand je l'ai rencontré, il travaillait sur le Tibet, sur l'occupation chinoise au Tibet. Et puis, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au Népal aussi plusieurs fois. Et très vite, il s'est rendu compte, en fait, de la place prépondérante que les femmes, et notamment les nonnes, avaient prise dans la répression, dans cette révolution en fait contre les Chinois, dans cette résistance surtout. Pierre-Yves, moi donc je le connais depuis très longtemps, c'est un journaliste, un grand reporter, donc pas le même parcours qu'Isabelle, mais vraiment finalement la même trajectoire, puisque vous êtes pour moi les deux vraiment plus historiques entre guillemets à travailler là-dessus. Alors, en toute bienveillance, évidemment. Mais c'est surtout, en fait, de se rendre compte de ça, de se dire, c'est dingue quand même, parce que moi, je suis journaliste, c'est quelqu'un qui lit beaucoup d'infos, et tout ça au Tibet, au tout départ, il le découvre. Il n'en avait absolument pas conscience. Et ni lui, ni moi, on a été élevés dans des milieux ni engagés là-dessus, sans trop se poser de questions. Et je pense que c'est vraiment une révélation qui a été faite à ce jour-là au Tibet. Et puis derrière, pendant 15 ans, il est allé à la rencontre de ces femmes en résistance, de ces femmes en lutte dans le monde entier. Et puis nous, on a pu suivre tous ces reportages, évidemment, avec à chaque fois qu'on découvrait un nouveau reportage, de dire mais c'est dingue, pourquoi on ne le sait pas, quoi. Pourquoi on ne le sait pas, pourquoi on n'a pas accès à tout ça, et surtout, mais c'est fou quand on le sait, ce que ça change le regard. C'est vraiment ça, donc c'est une histoire d'un photojournaliste qui part tout seul, et puis une association se crée à l'origine en 2003 pour porter ce travail-là, notamment en lien avec le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon. Puisqu'au début, l'idée c'était d'en créer des expositions photos. Et en 2006, la première exposition qui s'appelle Femmes en résistance, et vous pouvez la découvrir sur le site internet de l'association qui existe toujours, est présentée au Centre d'histoire de la résistance et de la déportation avec, et là, on circule, on écoute les gens en disant oh, c'est dingue, c'est géante, c'est dingue ces femmes-là, mais pourquoi on les connaît pas? Et puis en parallèle de ça, Pierre-Yves, je pense qu'Isabelle, tu as dû vivre la même chose à l'usine Nouvelle ou à d'autres, mais quand il présentait ses reportages à des médias à Paris, on lui disait super, on va prendre toute la partie. Alors, est-ce que ces nonnes tibétaines, elles ont été violées en prison? Est-ce qu'elles ont été tapées? Et Pierre disait non mais regardez, moi c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est ce qu'elles font après, c'est la résistance, c'est ce que les femmes font. Et c'est pour ça que en 2012, fin 2012, le magazine a été créé, alors au début dans le cadre de l'association, pour répondre justement à cette invisibilité dont Isabelle parlait. Je vais pas vous redonner les chiffres parce qu'on a exactement les mêmes, avec exactement le même constat qu'en fait ça n'avance pas, malgré tous. Alors moi j'ai plein d'amis qui me disent mais si, écoute ça bouge. Je vous invite à faire l'exercice, à aller demain au tabac à côté de chez vous puis à feuilleter. Je vous invite à regarder juste, je vous rappelle l'année dernière, quand le conseil de guerre d'Emmanuel Macron a été présenté dans les médias, il n'y avait pas une femme sur la photo. Tous les exemples en fait qui nous aujourd'hui nous sautent aux yeux, mais tout de suite, et que finalement les gens voient pas, parce qu'il n'y a pas un truc de dire oui mais on va les mettre de côté, c'est voilà. Et c'est pour ça que alors nous on a un angle, une ligne éditoriale qui est la même qu'Isabelle, mettre en avant ce que sont et font les femmes, et nous on a choisi de le faire avec ce média papier aujourd'hui qui est également présenté en version numérique avec des reportages. Donc Femmes ici ailleurs, pourquoi ça s'appelle ici ailleurs? Parce que on est convaincu également que ce qui se passe ici a des conséquences sur ailleurs. C'est pour ça que dans ce magazine, vous allez trouver de l'information du monde entier, des initiatives. Vous allez trouver
une partie économique sur l'entrepreneuriat, on parle de sport, on parle de musique, tout est lié en fait, toutes les choses avancent, tous les stéréotypes en fait auxquels on est complètement, enfin comme on dit, vous savez, comme le sparadrap qui reste là sur le front ou sous la chaussure, et ben tous les stéréotypes mènent à toutes sortes de violences. L'invisibilité des femmes dans l'information c'en est une, avec surtout des conséquences, et ce que nous, on vit au quotidien, dans le cadre du Club Famille Ailleurs, qui donc aujourd'hui est porté par l'entreprise Les Éditions du 8 mars, même s'il y a encore des gens qui nous demandent pourquoi on a appelé ça Les Éditions du 8 mars. Oui, c'est vrai. Mais avec l'objectif, c'est de dire, ben voilà, toute cette information, elle démultiplie les rôles modèles. Et nous, on est vraiment basé sur le rôle modèle. On a envie de présenter une information grand public qui parle à monsieur et madame tout le monde, qui va apporter une information qui fait que petit à petit, le regard change, le regard évolue. Et ce qui est assez impressionnant, c'est justement, au début, ça a démarré avec nos proches. Et puis petit à petit, plus le magazine se fait connaître, et notamment dans cette diffusion qu'on a choisie collaborative, plus on voit que les regards changent. Donc nous, on est vraiment dans l'objectif de propager la culture de l'égalité au grand public, avec exactement, et je ne reprendrai pas tes mots, je ne m'autoriserai pas Isabelle, mais cette nécessité pour nous, nécessité pour les générations futures également, de démultiplier les rôles modèles, parce que en fait le champ des possibles est bien plus large, parce que c'est enthousiasmant de travailler justement à propager cette culture de l'égalité, pour que chacune trouve une place plus équilibrée dans la société. Et c'est pour ça que Famille Ailleurs présente une information du monde entier et dans tous les domaines de la société. Alors, juste pour finir, j'aimerais bien aussi qu'on ait une vingtaine de journalistes. Je pense que notre co-rédacteur en chef, notre co-rédactrice en chef, puisqu'ils sont deux à la tête du magazine, seraient soulagés. On les a pas au quotidien avec nous, ces 20 journalistes. En revanche, ils collaborent un magazine. C'est un bimestriel, donc il sort tous les 2 mois. C'est à peu près une vingtaine de journalistes qui collaborent, donc des pigistes qui travaillent dans le monde entier. Donc, vous qui êtes en école de journalisme, peut-être qu'un jour, vous nous proposerez un sujet sur des femmes inspirantes que vous avez rencontrées à l'autre bout du monde et qui vont, grâce à ça, en fait, ouvrir les yeux aussi à d'autres personnes et faire en sorte que propager ensemble la culture de l'égalité, c'est vraiment l'objectif de J'invite nos futurs talents à effectivement vous proposer des sujets. Et merci pour cette balle lancée en tout cas. Alors, démultiplier les rôles modèles, mettre en avant ce que font et sont les femmes, changer les regards. Mathilde, c'est aussi, je crois, quelque chose qui vous est cher avec les ambitieuses. Oui, complètement, mais c'était pareil. Alors, c'est incroyable, c'est pas du tout surprenant. Enfin, c'est en fait la création des ambitieuses, c'est le même constat que j'ai pu, qu'ont pu avoir Isabelle et Marie avec Pierre-Yves, que j'ai eu la chance de rencontrer d'ailleurs sur une table ronde. Et effectivement, en fait, le constat, c'est une sorte de triptyque, hein, c'est-à-dire que c'est la somme de ma place en tant que journaliste dans différents médias. Donc, j'ai quand même fait la plupart de ma carrière en télévision. Donc, un média qui quand même use énormément de stéréotypes et de clichés. Et puis, j'ai travaillé à l'étranger, en Afrique, aux États-Unis, en France, et donc c'était aussi la somme d'expériences de femmes autant journalistes que citoyennes du monde. Et finalement, c'était une accumulation d'observations, une accumulation de frustration, une accumulation de difficultés à trouver sa place, à faire prendre confiance au monde que chaque femme avait une expérience à montrer, à partager. Et puis, à un moment donné, j'ai osé prendre la liberté de créer Les Ambitieuses. Alors au départ, c'était une série documentaire que je suis allée présenter à des producteurs. Et finalement, donc la réponse a été aussi violente qu'elle a été aussi ça a été aussi un catalyseur pour la suite. C'est-à-dire que donc, je présentais l'idée du documentaire, c'était véritablement une série immersive et je prenais la cité comme miroir de la société à la rencontre de femmes qui du coup, effectivement, marquaient en fait la société, avaient un impact sur la société de par leur initiative, de par ce qu'elles avaient pu mettre en place. Et on m'a tout bonnement regardé en disant mais ça va, de quoi vous avez à vous plaindre les femmes en gros, on avait l'égalité, on n'avait rien à revendiquer, et en tout cas le traitement des femmes dans les médias et notamment en télévision paraissait pour ces producteurs suffisamment bon et juste.
Et autant pour des femmes productrices qui, à l'époque, on était bien avant MeToo, n'osaient pas encore s'engager sur ce type de sujet parce que j'avais bien le sentiment d'être étiquetée féministe, et ce qui ne me dérangeait pas du tout, mais c'était plutôt le rapport, elle, au féminisme. Voilà. Et finalement, ce nom, je l'ai plutôt transformé en une envie d'aller justement à contre-courant, entre guillemets, et parce que je me suis dit finalement qu'il y avait un grand gap et il était primordial de mettre en avant effectivement des rôles modèles et d'une manière, on va dire, un peu plus objective que celle que j'avais pu rencontrer dans mon parcours, dans ma carrière. Finalement, ma carrière, elle s'est résumée à se batailler pour proposer des sujets de femmes, de vraies femmes, dans toute leur complexité, voilà, en dehors de tous les clichés qu'on pouvait mettre en avant. Et c'était une bataille pratiquement quasi quotidienne et j'en étais véritablement épuisée. Donc j'ai voulu prendre cette liberté-là pour finalement transformer ma frustration de journaliste en une énergie et en étant créatrice et force de proposition de rôle modèle. Et donc ça a été jusqu'à la production d'une web-série qui s'est transformée en média. Et d'ailleurs, jusqu'au nom, quand j'ai parlé de parler des ambitieuses, de choisir le mot ambitieuse, on m'a regardé en disant mais c'est pas un peu osé. Donc à chaque fois, finalement, tous les retours qu'on me faisait, je me disais mais c'est tellement symptomatique de la place des femmes dans la société. Et moi, l'ambition m'a toujours guidée, c'est-à-dire que je l'ai toujours pris comme une sorte de mât, de seau dans lequel j'allais y puiser l'énergie nécessaire pour avancer dans ma carrière. J'étais montée à Paris pour, alors naïvement, embrasser la liberté féminine et d'aller sur ce champ des possibles, l'ambition en étant journaliste à travers le monde. Et donc, c'était quelque chose qui me guidait. Et je sentais que dans la société, parler d'ambition, d'ailleurs, dans les journaux, on le voyait très bien, un homme ambitieux n'est pas du tout la même chose qu'une femme ambitieuse. Il y avait encore des images derrière de femmes qui règlent le parquet, de cette espèce de combat féminin. Il y avait derrière l'homme ambitieux, l'homme aventurier. Et derrière, il y avait la femme vénale qui est prête à mettre, qui finalement, du coup, laisse sa place de mère, d'épouse. Donc, il y avait véritablement tout ça à dépoussiérer. Et en même temps de redéfinir le terme ambition qui était assez galvaudé et qui était notamment aussi entaché par la juxtaposition de l'ambition et de la politique. Et donc j'ai pendant 3 ans travaillé sur tous les types d'ambition et en prenant finalement le prisme dans l'ambition, j'ai travaillé sur tout le parcours de ces femmes et c'était revenir sur leur expérience, alors pas tant par le prisme du travail, parce qu'on se rend compte qu'en travaillant, en allant sur leur parcours, au travail, elles amènent aussi leur observation, leur expérience en tant qu'être individuel, et c'était finalement mettre en lumière leur rapport à la société en général. Et du coup, ça a été véritablement 3 ans d'une observation qui m'a déjà personnellement assez enrichie, même très. Et puis c'était mettre en avant pas que. Alors ce qu'on m'a dit, oui, mais les ambitieuses, ça va être finalement la patronne du CAC 40, les patronnes du CAC 40. Alors je me suis dit, déjà ils sont pas très au fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y en avait une. Donc je me suis dit, mon média va être rapide, ça va être vite fait, ça va être un portrait, et basta, je ferme la porte. Et je leur ai dit non, justement, en fait, l'ambition, ce n'est pas l'ambition, elle peut être. Moi, j'ai fait le portrait d'une femme qui sortait de la rue, pour justement casser aussi cette ambition qui est accolée à la politique ou encore aux grandes personnalités différentes. Et c'était mettre en avant en fait cet élan-là. Et c'était une femme qui avait vécu dans la rue, qui sortait tout juste, qui était encore dans une espèce de transition entre la rue et son chez-soi à elle. Elle habitait à un hôtel social. Et elle m'a fait part de son expérience, ce qu'elle a vécu dans la rue, mais qu'est-ce qu'elle en a tiré et comment finalement elle s'en est sortie et qu'est-ce qu'elle constatait de son parcours-là et comment elle s'en est sortie et qu'est-ce qu'elle offrait aussi à ses comparses de la rue pour s'en sortir. Et ça, pour moi, ça a été un des portraits qui a été les plus saisissants, parce que je suis restée scotchée des pré-interviews de la prépa avec elle jusqu'au tournage avec elle. Ça a été et c'était des femmes finalement dans toute leur singularité, leurs origines, et qui apportaient une voix différente à l'audace et à l'ambition des femmes. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en allant à la rencontre de ces femmes,
aussi, je l'avais pas du tout imaginé, c'est que quand j'allais leur dire voilà, j'aimerais faire un portrait de vous, revenir sur votre parcours, ce qu'elles faisaient automatiquement, c'était ça. Vous me parlez à moi ambitieuse. Et donc, j'avais pas du tout, éditorialement parlant, j'avais structuré ma ligne, notamment sur le documentaire, et j'avais pas du tout imaginé finalement l'apport, en tout cas l'impact que je pourrais avoir sur ces femmes-là. Et finalement, je crois, après 3 ans, là on entame la 4e saison, je crois que c'est le plus beau constat, en tout cas, que j'ai pu faire, parce que leur apporter ça m'a apporté également beaucoup. Les femmes, quand je publiais le portrait, alors par choix purement éditorial, je leur envoyais jamais le portrait avant la publication. Et donc, elles le découvraient en même temps que tout le monde. Et souvent, donc elles m'appelaient pour la plupart du temps, elles me rappelaient après en me disant « mais c'est incroyable, je n'avais pas vu mon parcours comme celui-ci. » Et finalement, c'est comme si je leur offrais une espèce d'outil d'empowerment. Et j'ai un exemple avec Sophia Wynne qui était quand j'ai fait son portrait, elle était en train d'écrire son premier roman, qui d'ailleurs elle a reçu le prix de Flore 2019. Et son ambition, c'était de marquer de son empreinte la ville. Et donc, on a fait un portrait vidéo et un portrait écrit. Et quelques mois plus tard, après la diffusion, elle m'appelle un jour et elle me dit voilà, comment vas-tu ? Très bien, elle me dit en fait, en même temps, c'est pas du tout pour savoir comment tu vas. Je t'appelle parce que ce matin, à 6h du matin, j'étais devant ma feuille blanche. J'étais à 2 doigts d'abandonner en fait ce manuscrit et dire je vais me tracer notre vie. Et j'ai réécouté ton portrait j'ai relu ton portrait et je l'ai revu. Et je me suis dit, en fait, je ne peux pas lâcher parce qu'en fait, ce portrait-là me rappelle l'ambition, me rappelle pourquoi je me suis lancée dans cette histoire et me rappelle l'apport que je peux apporter à la société. Et donc, finalement, ça, j'avais pas du tout imaginé cette espèce de constat, de suite à ce travail-là, de marqueur. Et c'est aussi ce qui m'a bien évidemment encouragée, parce que quand on monte un média, il faut être suffisamment, comment vous dire, courageuse. Il y a des matins qui sont un peu plus compliqués que d'autres, surtout quand on parle de business model. Comment finalement faire de ce média un média qui soit périn. Et finalement, moi, j'ai pas non plus d'un journaliste, j'aimerais peut-être un jour. Et voilà, faire en sorte que ce média soit périn et on puisse avancer. Là, la 4e saison, on est sur une ambition politique dans la perspective des présidentielles de 2022 et aussi des régionales dans quelques mois. Mais voilà, donc là, c'est aussi un autre cheval de bataille. Mais effectivement, je pense que voilà, toutes nos créations, elles sont la somme de notre expérience professionnelle, de notre observation et en même temps de notre expérience personnelle aussi en tant que femme. Moi, je sais que Les Ambitieuses est très ma vie personnelle, il y a un apport sur ma vie personnelle en tant que femme qui a vécu aussi des discriminations, qui a senti à un moment donné, avec toute la fougue, l'audace et l'ambition que j'avais, a vécu des problématiques qui aussi, bien évidemment, ont marqué mon parcours. J'ai été victime d'un harcèlement sexuel d'un supérieur. Et en fait, et moi j'en parle de manière assez ouverte aux étudiants et aux étudiantes que je rencontre dans mes modules. Mais effectivement, c'est un marqueur terrible de la place des femmes dans les médias, celles qui font les médias. Et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour ces femmes au sein de ces médias ? Parce que la lutte, elle est dure, véritablement. Elle est peut-être un petit peu moins parce qu'on travaille là-dessus. Mais elle est véritablement dure et il y a des trajectoires qui sont sensiblement marquées par ça. Je sais qu'après la Ligue du LOL, nous toutes avait réalisé un sondage justement sur l'impact du harcèlement sexuel et sexiste au sein des médias et donc chez les femmes journalistes. Et j'étais tellement dans l'observation des autres que je me suis dit, tiens, je vais faire ce sondage, mais j'étais très curieuse de l'aspect éditorial, comment elles avaient monté le sondage. Sauf que pour répondre d'une question à une autre, il fallait que je réponde aux questions. Je réponds aux questions de manière très naturelle et spontanée et je submite le questionnaire. Et là, je me prends de plein fouet, donc pratiquement 10-12 ans après les premiers agissements qui ont marqué ma vie professionnelle. Et là, je me suis dit, si je n'avais pas rencontré cette personne-là, si à cette époque... Mais on m'avait un peu dit... Mets bien un mouchoir. Ah, ouais. Vous m'entendez ? Voilà, mets bien un mouchoir de poche là-dessus ou t'es féministe, c'est bon, t'exagères. Je pense que mon parcours n'était pas le même et en même temps,
les ambitieuses sont le fruit aussi de toute cette observation-là et de ce constat-là et de se dire de ces difficultés-là, on les transforme et on agit pour que les générations futures ne subissent pas les mêmes discriminations, tant en termes de traitement. Moi, je travaille autant pour les journalistes femmes que pour finalement aussi le traitement des femmes. Alors justement, voilà. Une question sur Facebook. Que conseillez-vous de faire aux jeunes journalistes qui seraient victimes ou témoins d'harcèlement sexuel sur leur lieu de travail pour vaincre la peur de se griller dans ce milieu, encore beaucoup dirigé par les hommes habitués à cette domination et cette impunité? Isabelle, vous leur répondez, il faut jouer collectif, ne pas aller au front seul. Et effectivement, est-ce que vous pensez que les médias que vous avez chacune cofondés peuvent contribuer justement à changer ces rapports de domination dans notre métier, dans nos métiers et également dans la société? Isabelle? Oui, clairement. Clairement, ça fait partie du sujet. Déjà, enfin, ce problème de harcèlement sexuel, il est vrai dans toutes les entreprises. Ouais. Et toutes les entreprises enterrent le sujet, le mettent sous le tapis et il faut batailler contre ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut jouer collectif parce que si la femme qui est victime de harcèlement va même à la DRH dénoncer, c'est sa parole contre celle de son chef et ça ne marchera pas. Donc avant de commencer à sortir du bois, il faut s'assurer que d'autres personnes vous soutiendront, que ce soit les syndicats, d'autres personnes qui ont été victimes. Enfin, faut s'assurer de ne pas y aller seul. Et après, enfin, du côté des directions d'entreprise, bah oui, le fait qu'il y ait davantage de femmes dans les directions d'entreprise et des femmes sensibilisées au sujet, ça peut faire changer les choses. Mais je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé il y a quelques années, après l'affaire DSK, un journal économique, grand public, capital, je peux le nommer, me demande des sujets sur le harcèlement sexuel. Alors, à la fin, ils avaient confondu drague, harcèlement sexuel. Enfin, c'était terrible, alors que j'avais bien expliqué dans le papier toutes les nuances qu'il pouvait y avoir. Et puis, ils ont titré drague au boulot, on rigole plus. Alors que c'est pas du tout le sens du propos. Bref. Et donc je fais mon enquête, donc je rame parce qu'évidemment tous les DRH que j'appelais me disaient « Oh mais non, chez nous, il n'y a absolument pas de harcèlement sexuel, vous pensez que ça n'existe pas ?» Et puis j'avais des témoignages, évidemment, plein de témoignages de victimes, forcément anonymes, qui disaient « Bah si », et puis ils étouffent l'affaire, et puis c'est super dur, et puis j'ai préféré quitter la boîte. Enfin, en fait, les victimes sont doublement victimes, non seulement elles subissent le harcèlement sexuel, mais en plus elles perdent leur job. Et j'avais quand même trouvé une pépite, une femme DRH d'un très grand groupe international à l'époque, à Accenture. Et cette DRH internationale m'avait dit « Attends, moi j'ai eu un cas et je l'ai géré de façon le plus possible spectaculaire. » En fait, le cas, c'était il y avait une consultante de son groupe qui subissait le harcèlement sexuel d'un gros client du groupe. Et le chef de cette consultante disait à la fille, écoute, sois sympa avec lui parce que c'est un gros client et ça serait dur qu'on s'en sépare. Et l'histoire a fini par arriver aux oreilles de la DRH Worldwide, qui a piqué une colère monstre, qui a convoqué le chef de la fille, de la consultante, qui l'a mise à pied, le chef. Elle l'a mis à pied et la victime du harcèlement, elle lui a donné une promotion parce qu'elle a dit qu'il y en a marre que non seulement on subisse le harcèlement, mais qu'en plus on soit mise dans un placard. C'est quand même ce qui se passait dans le meilleur des cas avant. Donc elle donne une promotion à la fille. Elle met à pied le chef. Elle remplace la consultante par un gros moustachu pour que le client se trouve face à un mec. Et puis elle fait beaucoup de bruit autour de ça dans l'entreprise pour dire voilà, chez nous ça se règle comme ça, c'est inacceptable le harcèlement, etc. Et donc je raconte ça dans mon article. Et puis bon, chez Capital, c'est des gens qui réécrivent beaucoup les articles et puis qui aiment bien l'anecdote, le truc. Et donc cette histoire que je viens de vous raconter, qui pour moi était un super bon exemple pour lutter contre le harcèlement, ça a été réduit à 2 lignes. Et on ne comprenait plus rien de ce que je viens de vous expliquer.
Donc tout ça pour dire que c'est quand même un travail collectif de lutter contre le harcèlement. Et quand je dis qu'il ne faut pas y aller tout seul, il faut vous assurer d'avoir soit les syndicats, soit quelqu'un de super costaud au niveau de la hiérarchie de l'entreprise qui va vous protéger. Parce que moi quand j'étais à l'association des femmes journalistes, on avait tous les jours quasiment des femmes journalistes qui nous disaient qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Et on ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'est vraiment le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Oui. Donc aujourd'hui, il y a quand même une sensibilisation plus forte à ces sujets-là. Les entreprises ont quand même une obligation de protection de la santé psychosociale à l'intérieur de l'entreprise. Et si elles ne font rien, elles peuvent avoir de gros ennuis et ça se passe au pénal en plus. Donc voilà, il faut jouer sur tous ces ressorts-là, mais encore une fois, bétonner le dossier avant d'y aller, quoi. Mais c'est vrai que trouver des dossiers, c'est ce qui est le plus important parce que finalement, prendre la parole là-dessus, en tout cas témoigner, ça demande un courage et c'est un courage en fait pour le long terme. C'est pas que aller voir la RH une fois et c'est véritablement derrière, c'est devoir raconter ce qui s'est passé à multiples reprises, être face à des personnes qui vont vous faire douter. Et donc effectivement, je pense des alliés, alors sur de multiples profils, je pense que c'est véritablement ce qu'il y a d'important. Et moi, je donnerais un conseil, c'est vrai que nos médias respectifs, je pense qu'ils font une chose, c'est qu'ils permettent aux femmes de se dire j'ai une place et je peux la prendre. Et la semaine dernière, je faisais l'entretien, une interview avec la première femme transgenre Mariko élue en tant que maire. Et donc, elle dit très justement, moi, j'ai les deux pieds dans les deux mondes. Et on parlait donc véritablement de la place des femmes en politique. Et elle disait, les hommes ne sont pas habitués à ce qu'on prenne la parole et qu'on leur coupe la parole quand véritablement ils sont dans l'insulte, ils ne sont pas irrespectueux. Mais justement, c'est prendre la parole, c'est leur dire stop, et c'est aussi comme ça qu'on prend notre place. Et je pense qu'il faut véritablement ne plus se laisser marcher sur le pied. Alors c'est facile à dire, mais je pense que la somme de nos médias, et il y en a beaucoup d'autres aussi qui font un travail là-dessus, montrer et faire entendre et faire prendre conscience aux femmes qu'elles ont une place, qu'elles en ont déjà une et qu'elles ont vocation et qu'elles peuvent en prendre une plus importante, celle qu'elles ambitionnent, je pense que c'est un peu de notre part parce que changer la société, c'est aussi, les femmes, elles sont actrices de ça. Le second step, c'est faire prendre conscience à l'autre moitié de l'humanité qu'ils ne sont pas les seuls. Et ça, c'est un travail, je pense, qui est à faire, qui est sur le plus long terme parce que la déconstruction dans les deux sens, elle est tout aussi difficile et elle prend du temps, mais je pense que ça passe par les femmes. Ça passe aussi par les hommes, mais prenons notre place et lidons cette égalité-là, prenons-la comme un étendard et soyons des rôles modèles aussi. D'ailleurs, en termes de public, pardon Marie. Je peux juste compléter un tout petit peu parce que moi je plus sois évidemment tout ce que Isabelle et Mathilde disent et nos médias. La question c'était est-ce que vous pensez que vos médias peuvent avoir un rôle là-dessus? Alors évidemment, moi je suis complètement d'accord avec vous. Il y a deux sujets aussi là dont on parle ce soir, c'est ce qu'on présente dans les médias et qui écrit les médias. Et là, il y a vraiment les deux sujets qui sont en train d'être évoqués. Et tout ce qu'on en entend et les histoires qu'Isabelle nous raconte ou Mathilde, évidemment, c'est des choses qui existent partout et qui existent encore. Et Mathilde, quand tu dis faire comprendre à l'autre moitié de la population, et pas que, parce qu'on n'est pas toutes sorores comme on pourrait l'être, donc faire comprendre à toute la population qui n'est pas encore embarquée là-dedans que justement, les rôles modèles, ça donne de la force. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on me dit, quand je lis Femmes Ailleurs, je me rends compte que je suis capable, je peux, et que montrer une femme qui travaille sur un chantier ou une femme qui est chef d'orchestre ou une femme qui est a une grosse situation dans une boîte du 440, ça montre que dans tous les domaines, on est capable et c'est ça qui fait changer. Et puis après, évidemment, comme dit Isabelle, et toi tu l'as vécu en plus, jouons collectif, les filles, sororité et pas que. Et puis il y a des associations aussi qui peuvent vous aider si vraiment vous savez pas vers qui vous tournez, vous êtes complètement seul. N'hésitez pas à nous appeler, nous, justement, les médias qui pourront peut-être vous aiguiller. Mais en effet, le jouet collectif, parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes, c'est ensemble qu'on avance. Et comme tu l'as dit, Mathilde, soyons toutes des rôles modèles pour vous, jeunes journalistes, et puis aussi
le reste des femmes dans tous les autres domaines de Alors de Mathilde, la tu société. t'adressais à l'autre partie, à la deuxième partie de l'humanité. Justement, en termes de public, est-ce que vous connaissez le public qui vous lit, qui vous regarde? Est-ce que justement il est paritaire ou bien Moi, il n'est pas paritaire. Il y a principalement des femmes. D'ailleurs, toute tranche d'âge confondue. Donc, c'est ça où moi, je trouve que c'est important aussi parce que les clichés, on peut les avoir. Nous, en tant que femmes, on porte un regard. D'ailleurs, notre métier, il est de porter un regard sur, en tout cas, d'orienter des projecteurs sur. On a, bien avant de faire ça, on a aussi porté un regard sur notre manière de faire les médias et de faire notre métier. Et effectivement, donc le travail aussi, il est qu'entre femmes, on change de regard sur nous-mêmes, sur les autres femmes qu'on a autour de nous. Moi, j'ai quand même des hommes dans mon audience, mais c'est des hommes qui sont quand même déjà, on va dire, sensibilisés, qui sont convaincus. Enfin, et en même temps, j'ai eu un retour d'expérience ce week-end où j'ai eu un retour de la lecture d'un homme qui a lu un entretien et qui a eu, j'ai trouvé, le dernier entretien publié, j'ai trouvé assez intéressant et je me dis qu'en fait c'est step by step et donc ça fait son petit chemin après s'ils peuvent partager des choses, mais il y a majoritairement des femmes. Alors, chez nous, moi, je cible un public mixte. Moi, je veux faire un journal généraliste. Et ce qui est important, en fait, c'est ce que les journaux mettent dans les têtes des gens et qui fait que on impose un certain nombre de normes. Par exemple, sur le sport. C'est quand même sur les pages sport qu'on trouve le moins de femmes. Sport et économie, c'est ce qu'il y a de pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les comportements des gens, à la fin, si vous avez très peu de femmes qu'on voit faire du sport et être championne, etc., au bout du compte, tout le monde trouve normal que le dimanche, papa aille taper dans un ballon avec ses copains pendant que maman s'occupe de la maisonnée. Donc on a cette norme comme ça où l'homme est sportif et la femme s'occupe de la maison. Et voilà, tout le monde trouve ça normal et ça se met dans toutes les têtes. Donc voilà, nous, on essaie de bousculer ce regard qu'on peut avoir. Et sur l'économie, donc moi je vous dis, je viens plutôt de la presse économique, c'est terrifiant, on montre très peu de femmes dirigeantes, et quand on fait des portraits de femmes, pendant le tiers du papier, on vous parle de son physique, comment elle concilie sa vie familiale et sa vie professionnelle. Donc implicitement, on vous dit, attends, ta place, elle n'est pas là, elle est plutôt à la maison à t'occuper de tes enfants ou à aller te faire belle. Et c'est ça qu'il faut changer, et qu'il faut changer dans les têtes des femmes autant que dans les têtes des hommes. Et de toute façon, la reproduction des stéréotypes, tous ces stéréotypes dont je vous parle, actuellement, elle est faite autant par des femmes que par des hommes. Donc vraiment, changer ce regard, changer l'information, faire ce que j'appelle un autre genre d'infos dans les nouvelles news, c'est vraiment changer cette optique, questionner les questions, poser les questions autrement, changer ce regard. Et juste pour l'anecdote, moi, il y a eu quand même à 2 reprises, alors vous allez peut-être penser que j'ai une dent contre Libé, mais quand j'étais présidente de l'Association des femmes journalistes, j'avais été interviewée par Libé et je racontais ce que je vous ai raconté au début sur la place des femmes dans les médias, très bien, la journaliste, et c'était super, l'interview était top, j'étais ravie. Sauf que dans le même journal, il n'y avait aucune autre femme citée dans le contenu d'IB. Et il y en avait une, alors c'était exceptionnel, en 4e de cours, c'était un portrait d'une femme qui était pilote de ligne. Et en fait, ce portrait, c'était vraiment la démonstration par l'absurde de ce que je disais dans l'autre page du journal. C'est-à-dire que le tiers du papier nous disait que c'était une vraie femme parce qu'elle s'occupait de ses enfants, elle s'occupait de son mari. Il disait même qu'elle repassait les chemises de son mari, qu'elle portait des jupes courtes, etc. Et à la fin, on apprenait en quoi consistait son métier, mais vite fait, quoi. Et enfin, c'est juste hallucinant. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. C'est ton lectorat. Alors, moi, juste par rapport à notre lectorat, alors, étant donné qu'on a un média papier, nous, on a des retours, ils sont assez rigolos. Je vais vous donner des anecdotes aussi. Mais juste avant, revenir, moi, nous, on fait comme ça régulièrement aussi, Isabelle. Il y a un canard économique. Moi, j'habite à Lyon. Je ne citerai pas le nom, mais quand le 8 mars, ils présentent les 10 femmes qui font Lyon. Et ils me disent, t'as vu, hein? Je dis, mais
Alors, on va prendre tous les autres le reste de l'année. Elles sont où? Elles sont où? Elles sont nulle part. Ah bah oui, mais regarde, là, on les a mises en avant parce que c'est la journée de la femme. Ah bah super. Donc en fait, il y a aussi un énorme travail et c'est pour ça que moi je suis ravie ce soir qu'on vous présente ces médias-là parce qu'il y a un énorme travail auprès des journalistes à faire. On parlera peut-être pas d'écriture inclusive ce soir, mais ça fait partie des sujets aussi qu'on porte en tant que médias. Nous, juste pour vous donner des anecdotes par rapport à Femmes ici ailleurs, tout à l'heure je vous racontais qu'au début c'est une histoire de partage et ça l'a fait autour de nous. Hein. Moi, aujourd'hui, même si je vous partage un truc intime, mon père il en parle à la sortie de la messe. Donc ça marche. Et on reçoit régulièrement des petits mots. Celui qui nous a fait le plus rire, c'est je suis abonnée à Femmes ici ailleurs depuis un an, je l'ai mis dans les toilettes. Ça fait 3 mois que mon mari s'est mis à faire la vaisselle. Ça nous avait fait beaucoup rire. Donc voilà, donc évidemment, nos abonnés, c'est 95% de femmes. En revanche, on sait qu'il a un taux de prise en main qui est à plus de 7. Donc quand c'est des toilettes, ça marche bien. Et puis aujourd'hui, comme on organise également des conférences en ligne, toutes les semaines avec des femmes aspirantes, on voit de plus en plus d'hommes se connecter avec le compte de leur femme ou avec leur femme. Donc, comme dit Isabelle, c'est step by step, on est en train de se dire que oui, on n'a pas, il faut aussi que les hommes changent de regard. Il faut bien sûr que les hommes changent de regard, les hommes, les femmes, et je pense que nos 3 médias réunis on peut avancer grâce à ça. Mais il y a un média aussi qui est pas mal dans le genre, c'est le Parisien qui fait des belles couves avec tous les boomers. C'était le monde d'après. Il y avait la fameuse l'année dernière, le monde de demain, avec tous ceux qu'on connaît déjà où sont les femmes. Et là, dernièrement, parce que je feuillette et je prends beaucoup d'attention sur le traitement politique, et il y avait un article sur les hommes politiques qui n'en peuvent plus, c'est surtout les élus locaux qui n'en peuvent plus du confinement parce que finalement ils ne font pas leur travail comme avant. Eh bien, dans le 1000, j'aurais pu parier n'importe quoi, j'ai lu le titre, j'ai encore à peine vu les photos, il y avait 3 hommes et je me suis dit, j'avais l'espoir intime que quand même on ait interviewé des femmes élues locales pour parler finalement du changement de travail entre l'avant-confinement et l'après-confinement, qui s'est exercé d'ailleurs même changement de mandat. Eh bien, je vous donne dans le 1000 qu'il n'y avait aucune femme qui ont été interviewées et les hommes, et c'est là où, et du coup, ça mettait en avant, en plus également, la manière de faire la politique, mais on ne mettait pas en avant comment les femmes faisaient la politique et comment elles avaient appréhendé aussi le confinement et tout ça. Et les hommes disaient oui, c'est plus possible parce que finalement, les bars sont fermés et nous, les décisions, on les prend autour du comptoir. Et je me dis, mais c'était le moyen également aussi de parler du traitement, de comment les femmes font de la politique. Elles le font certainement autrement parce qu'à l'heure du comptoir, du bar, elles sont certainement ailleurs. C'est une grande problématique d'ailleurs pour les femmes en politique et les élus locales. Eh bien, les femmes étaient totalement inexistantes dans la manière de faire la politique pendant le confinement. Et donc, c'est systématiquement comme ça. Et c'en est pratiquement déroutant. Et après, ils vont dire, le 8 mars, ils vont faire une cour, ils vont faire un traitement en disant, voilà, c'est bon, hop, on a fait notre part, c'est l'espèce de caution féministe, puis on est tout blanc pour le reste de l'année. Et moi, je le vois aujourd'hui, franchement, j'ai vu plein de choses sur le 8 mars. Alors, entre la journée des femmes, où là, finalement, vous êtes un peu irrité, et vous avez juste envie de dire c'est les droits des femmes. Et puis, toutes les marques, encore une fois, et tous les médias qui et en même temps, ils ont aussi raison de le faire, ne pas en parler, ce serait quand même dommage. Mais et ne pas faire ce travail-là tout au long de l'année, c'est quand même béni. Et c'est là où on voit où il y a encore un énorme travail à faire au sein des équipes rédactionnelles, comme au sein des équipes dirigeantes et des nouveaux médias aussi qui apparaissent. Donc c'est un travail sur... Et juste si je peux me permettre de compléter aussi, Mathilde, quand on parle, par exemple, dans les médias, on entend parler des féminicides. La plupart du temps, c'est un drame passionnel, c'est un fait divers. Je vous invite à regarder dans les faits divers, les féminicides sont dans les faits divers. Non, c'est des crimes, c'est des assassinats. Donc, il y a vraiment un traitement nouveau de l'info à donner et on compte vraiment sur vous, la nouvelle génération de journalistes, pour faire attention à ça parce qu'il y en a certaines qui ont tracé la voie et Isabelle, en effet, était une des premières. Mais c'est hyper important tout ça, quoi. Oui, il y a un autre point. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions parce que finalement, il y a aussi le côté fondatrice de médias où on fait face aussi à des... moi, j'ai un exemple où une personnalité me contacte pour faire une campagne à l'occasion de la Coupe du Monde de foot.
Je crois qu'on a un petit souci avec Mathilde parce qu'on ne te voit plus et... J'ai l'impression d'avoir fait un combat de boxe parce que j'essayais de l'apprendre. Eh bien, c'était les hommes qui pensaient la campagne sans... J'entends plus rien. Mathilde, on t'entend plus. Oui. Mathilde, ouais, on t'entend plus. Qu'est-ce qu'on fait? Je me lance le temps qu'on récupère. Allez-y, Isabelle. Oui. D'accord. Non, je voulais insister sur le côté hiérarchie de l'information, ce qu'on redéfinit vraiment dans le contenu chaque jour. C'est vraiment, pourquoi on parle de tel sujet, pourquoi on ne parle pas de tel autre sujet. Ah non, j'ai rien dit. Vous m'entendez ou pas? Il y a beaucoup de bruit, du coup, t'entends tout. J'entends plus rien, là. Je n'entends plus rien. Et sur le chat, vous pouvez dire si vous entendez sur le chat, vous pouvez nous dire. Ouais, vous nous entendez? D'accord, super. Je continue. Donc, ce qui est important, c'est la hiérarchisation de l'information parce que le problème des inégalités hommes-femmes, c'est vraiment un problème de valeur. Et la hiérarchie de l'information est faite aujourd'hui à partir de critères masculins. Nous, un des sujets importants chez nous en économie, c'est la question des indicateurs de richesse. Par exemple, mais on pourra parler du sport aussi, mais donc cette question des indicateurs de richesse, pourquoi c'est central chez nous? Parce que on considère comme une richesse, et la presse économique est totalement focus sur le produit intérieur brut, la croissance du produit intérieur brut. Or, ce que compte le produit intérieur brut, ce sont des activités principalement, historiquement, faites par des hommes, c'est la production industrielle. En revanche, toutes les activités faites par des femmes et qui sont de l'ordre du care et de la production de bien-être ne sont pas prises en compte dans les richesses du pays, et donc la presse économique ne les prend pas en compte. Moi, quand j'étais dans la presse éco, il a fallu que dans des conférences de rédaction, je propose des sujets sur le développement durable, le care et tout ça, et on me disait, attends, c'est des sujets de gonzesse, on n'en veut pas. Et tout ce qui est de l'ordre du principe de précaution, on n'en veut pas. Il y a cette hiérarchie de l'information qui tourne autour de sujets économiques qui valorisent des activités faites par des hommes. Et s'il y a des inégalités de salaire entre hommes et femmes, c'est parce que les femmes travaillent dans des secteurs d'activité qui sont beaucoup moins valorisés, qui rémunèrent beaucoup moins que les secteurs d'activité des hommes. C'est pas tellement à poste égal des différences de salaire, même si ça existe. C'est surtout le fait que globalement, les femmes sont dans des secteurs d'activité qui rémunèrent beaucoup moins, parce qu'elles sont dans des secteurs d'activité qui obéissent encore une fois à des normes de genre. Elles se dirigent plutôt vers le médico-social, machin, alors que les hommes vont se diriger plutôt vers l'industrie, l'informatique, qui sont des secteurs qui paient davantage et qui conduisent davantage à des postes de pouvoir. Et donc, hiérarchiser autrement l'information, ça veut dire qu'on va aussi travailler avec des économistes pour hiérarchiser autrement. Nous, on avait fait un colloque sur le thème « Le sexe de l'économie ». On a fait plusieurs colloques sur le sexe de l'économie, le sexe de l'information, le sexe de la ville aussi, qui est super intéressant. Et lors de ce colloque, il y a une chercheuse de l'INSEE qui nous disait, par exemple, que ce qu'on compte dans le PIB, donc le PIB, c'est ce après quoi courent tous les politiques, donc la croissance, mais ce qui compte dedans, c'est quasiment que des activités masculines et aussi des activités qui sont faites dans un cadre privé, comme le bricolage, le jardinage, qui sont principalement faites par des hommes. En revanche, tout ce qui est de l'ordre de la production de bien-être, c'est-à-dire le maintien de l'hygiène de la maison, faire les repas, faire les courses, tout le travail domestique, n'est pas pris en compte dans le produit intérieur brut. Et s'il était pris en compte, il représenterait 30%, enfin selon les formes de calcul, ça peut même aller jusqu'à 50% du PIB. Donc voilà,
tout ça pour dire que proposer un autre genre d'infos, c'est vraiment revoir tout le système de valeurs auquel on est habitué. On n'est pas. Non, je suis là et je suis complètement d'accord parce qu'en effet, et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu parles de hiérarchisation, c'est pour ça que Famille Sayer présente comme vous la formation sur tous les domaines de l'association parce que tout est important. Et en fait, il faut que ça bouge de tous les côtés. Donc évidemment. Non. Et ça a coupé encore. Non. Moi, je suis là, j'ai un problème de son. Désolée pour ces problèmes techniques. C'est les aléas du direct. Mathilde, tu nous entends? Je vous entends bien, je suis de retour. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, je regardais sur le chat s'il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Maxime qui parle alors que je connais bien, parce que c'est un de mes étudiants, qui fait part de ses... Qui parle du syndrome de l'imposteur, syndrome que les femmes, hélas, connaissent bien. Et oui. Alors, nous, on fait des formations, les Nouvelles News fait des formations pour booster les carrières des femmes et on travaille par la prise de parole, justement, que les femmes apprennent à se mettre en avant, prennent la parole, prennent la place. Et évidemment, on parle beaucoup de ce syndrome de l'imposteur qui gagne toutes les femmes et qui est construit par tout ce qu'elles disent, ce qu'elles voient dans les médias et les médias qui définissent la place des femmes et des hommes et qui leur mettent dans la tête qu'elles ne sont pas légitimes à un certain nombre de postes. Et donc, on fait un énorme travail pour leur dire, mais si, tu es légitime à tous ces postes-là. Sauf que tous les messages qu'on envoie, mais depuis la plus tendre enfance, on dit que le féminin, être féminine, c'est être douce, gentille, s'occuper des autres, être une bonne mère, etc. C'est vraiment des messages subliminaux qu'on nous envoie en permanence dans la tête et que les garçons, au contraire, ils ont un truc qu'il faut qu'ils soient forts, conquérants, etc. Et donc, c'est plus les qualités qui sont attendues des garçons qui vont conduire dans un de PDG. Donc voilà, et les femmes ont intégré très fortement l'idée qu'elles n'étaient pas légitimes à des postes de pouvoir. Et le serpent se mord la queue, parce que pour changer le journalisme, pour changer la vision du monde qui est proposée par les journaux, il y a aussi une problématique de pouvoir et une problématique d'argent. Vous avez peut-être vu le bouquin de Julia Cagé qui vient de sortir, qui dit qu'il faut changer le financement des journaux parce qu'aujourd'hui, on a les plus grands journaux sont entre les mains de moins d'une dizaine de gros industriels et ces gens-là font les journaux qui leur ressemblent. Et ils sont dirigés par des hommes qui continuent de hiérarchiser l'information comme on vous l'a dit. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur le financement des médias. Alors, juste pour boucler là-dessus, parce que je suis complètement d'accord avec toi, et en tant que futur journaliste, je pense que c'est un sujet dont il va falloir que vous préoccupiez aussi, le financement des médias, notamment les médias indépendants, puisque on n'a pas de pub non plus. Donc, comment on finance les journalistes, vous, pour aller sur le terrain et mettre ça en avant, tout en gardant une presse indépendante. Et on est en train de travailler là avec des profs de Sciences Po pour faire une étude. Alors, on ne sait pas trop comment encore, mais justement, savoir pourquoi en France, et spécifiquement en France, nos médias féministes, ils ne sont pas assez lus, contrairement à d'autres pays dans lesquels ils sont bien plus lus. Et notamment, pourquoi les femmes ne s'intéressent pas plus à ça, malgré tout le magnifique travail qui est fait par tous et toutes nos journalistes. C'est un sujet qui est très intéressant parce que si on calcule, si on se met toutes les trois et qu'on prend notre lectorat, à mon avis, vous seriez surpris et surprise par rapport à d'autres pays. Donc voilà, donc il y a le double sujet, en effet, de former les journalistes à ça et ensuite de faire comprendre à toutes et tous que c'est bien pour tout le monde, pour les uns et les unes. J'aimerais rebondir sur la place des femmes dans les médias. Alors là, je vais prendre la casquette d'intervenante parce que ce que j'aime bien faire, il y a des étudiants certainement que j'aime et donc je vais en profiter pour parler à celles et ceux que je n'ai pas, que ce soit que ce soit au niveau communicant ou journaliste, parce que c'est la même chose, parce que les médias ont créé à travers les médias, on donne des images et qui construisent la société, et la pub, la communication, c'est la même chose. Donc il faut vraiment en prendre conscience, alors que ce sont des métiers qui sont vraiment en prise avec le réel, non pas les clichés et les stéréotypes. Et souvent quand j'arrive en module, j'aime prendre connaissance du parcours de ces étudiants et ces étudiantes pour qu'ils sont ici.
Et beaucoup de femmes, et j'en suis ravie, me parlent, qu'elles me disent qu'elles sont ambitieuses, qu'elles sont engagées, qu'elles sont féministes. Et donc, je trouve ça génial, parce que moi, ma génération, il y a 20 ans, on ne disait pas forcément ça de manière ouverte. Donc, ce sont des femmes qui sont engagées, qui ont pris conscience. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un pas. Et donc, quand elles parlent on sent que c'est les tripes qui sont là quand elles se présentent ainsi. Mais en cours, et un jour, j'ai fait l'expérience où j'ai mis des bâtons quand les jeunes hommes prenaient la parole. Et quand les jeunes femmes prenaient la parole, eh bien, il y avait un constat et c'était le creux, le fossé était énorme. Les jeunes hommes prennent facilement la parole et les femmes qui sont même ambitieuses et engagées, qui ont pris conscience que la place des femmes, elle était à travailler, eh bien, elles ne le prennent pas. Et donc, j'ai un jour, je leur ai dit, voilà, quelle est cette ligne-là? Et la deuxième, donc je ne sais pas. Et j'ai écouté, c'est le nombre de prises de parole des hommes et le nombre de prises de parole des femmes. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Prendre la parole. Et je leur ai dit, je veux savoir pourquoi vous ne la prenez pas. On est dans un cadre bienveillant. Vous êtes avec une intervenante qui vous motive pour prendre la parole et vous ne le faites pas. Et je leur dis, la parole que vous allez pouvoir prendre dans 5 ans ou même dans 3 ans à la sortie de ces études-là, c'est tout de suite, c'est maintenant que vous devez la prendre. Vous devez travailler parce que c'est un exercice quotidien, c'est dépasser finalement les croyances que l'on a sur soi, les croyances que l'on a sur les femmes, et c'est maintenant. Et la parole et ce que vous dites, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. On est en train de construire quelque chose. Donc prenez, ayez l'audace de penser, d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous avez analysé. Et ça, je pense que c'est, à toutes, c'est pas aux hommes de laisser la parole, c'est aux femmes. Alors, c'est aux femmes de prendre la parole, de prendre la place, véritablement. Comment? Plus soi. Plus soi. À chaque fois que je fais une conférence, évidemment, sur ces sujets-là, il y a toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes dans la salle. Et à chaque fois, la première question, c'est on a mal entendu. D'accord. C'est un homme qui la pose. C'est pas forcément une question, d'ailleurs, c'est plutôt comme ça. Et dans les formations pour booster les carrières des femmes, à la fin, je leur dis, vous ne sortez jamais d'une réunion sans avoir pris la parole. C'est imposé, il faut que ça devienne un réflexe. Et en politique, c'est complètement dingue. Vous avez plein d'hommes qui prennent la parole alors qu'ils n'ont pas forcément quelque chose à dire, mais c'est pour se faire voir. Et ils ont raison, parce que vous n'allez pas être élu, personne ne vous connaît si on ne vous a pas vu. Donc, prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver. Ça passe forcément par la prise de parole. Donc, les femmes journalistes, pour imposer son point de vue. Et puis, pareil, vous allez devoir vous bagarrer dans les rédactions où vous serez pour imposer vos sujets. Il faut y aller. Il n'est jamais trop tôt pour s'entraîner à prendre la parole et à imposer ses sujets et à imposer d'autres angles de traitement des sujets. Comme on peut, nous, essayer de le faire dans les nouvelles news argumenter, et ailleurs. Parce que souvent, moi je me souviens en rédaction, autant aux journalistes hommes, on leur demandait 2-3 trucs histoire de vraiment légitimer le sujet. Mais à nous, il fallait vraiment double argumenter, convaincre doublement. Et donc l'exercice de l'argumentation, il est 2 fois plus important pour les femmes. C'est comme si on devait exprimer, montrer qu'on était doublement compétente et qu'on avait doublement analysé les choses. Et ça, j'espère que ça va finir par changer à un moment donné. Mais en même temps, c'est un bon exercice pour plus tard. Mais effectivement, il faut être prêt il faut être doublement préparé. Il y a plein de préjugés de toute façon sur les femmes. Moi, je fais un papier il n'y a pas longtemps sur une étude qui a été faite aux États-Unis sur ce qui se passe dans les entretiens quand les gens vont chercher des fonds pour créer leurs entreprises. Et donc, les personnes qui se trouvent face à des investisseurs. Et ce qui était très net dans l'étude, c'est que quand les investisseurs sont face à des hommes qui viennent chercher l'argent, ils leur posent des questions sur comment vous voyez votre entreprise, comment vous allez réussir, projetez-vous dans un truc de réussite. Et quand ils posaient des questions à des femmes, ils leur demandaient c'est quoi les risques, comment vous allez faire, et parler évidemment de leur vie de famille, etc. Donc, quand vous avez entendu quelqu'un vous parler de réussite et vous faire rêver sur une réussite, vous allez investir. Quand vous avez entendu quelqu'un vous parler de risque, vous allez être moins enclin à investir. Donc, on est toujours prisonnier de ces préjugés, et c'est des préjugés qui sont véhiculés par la presse. Donc,
c'est à chaque fois vraiment c'est une mise en abîme de la mise en abîme du sexisme qui se répète, qui s'auto-entretient dans les médias. Donc il faut être hyper costaud pour casser ce cercle vicieux. Et puis, je pense que juste pour finir, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à écouter. Alors, nous, on le voit quand les gros sujets arrivent, quand c'est des journalistes hommes ou femmes, le sujet n'est pas du tout présenté de la même façon. Nous, on a des sujets sur 14-16 pages, donc c'est vraiment du grand reportage, du faux journalisme. Le sujet n'est jamais présenté pareil. En revanche, il n'y a personne qui publie un sujet chez nous ou qui est publié s'il n'y a pas eu justement ce travail avec des journalistes qui ont ce qu'on appelle les lunettes du genre pour leur dire attention. Et Isabelle, tu l'as dit au tout début, madame, elle a son nom de famille jusqu'à la fin de l'article. Parce que vous connaissez les trucs, Ségolène et Hollande. Voilà. Donc, attention à plein de choses comme ça qui font pas grand-chose, mais à travailler là-dessus parce que tout est important en fait. Tout est important. Et j'ai repris dans le livre, vous verrez, j'ai repris notamment une étude, tu parles de Ségolène, enquête d'opinion 2015 sur différents ministres et les questions qui étaient posées, alors c'était le Parisien encore une fois qui avait confié à l'Institut de sondage qui posait les questions et il demandait si Ségolène Royal était autoritaire, si elle était folle, si elle était, enfin il y a plein de questions évidemment sur sa très mauvaise réputation et il y avait un sondage aussi sur je sais plus, Cazeneuve je crois et la question c'était pas est-ce qu'il est autoritaire, c'est est-ce qu'il a de l'autorité. Et plein d'autres questions, tu vois, Royal ont demandé si elle était excessive, si elle perdait ses nerfs, enfin des trucs comme ça. Il y avait aussi un sondage sur Strauss-Kahn, donc 2015, on était après la grande affaire, machin. Et ben lui, on ne demandait pas s'il était fou, incontrôlable et tout ça. On posait la question que pour Royal dans le sondage. Donc forcément, les résultats sont forcément orientés par la question politique. Changer les images et en finir avec les stéréotypes. On s'adresse à de futurs communicants et à de futurs journalistes. Vous voyez en quoi c'est vraiment votre responsabilité, notre responsabilité, effectivement, d'employer les bons mots et pas d'être prisonnier de ces images stéréotypées qui en permanence sont au détriment des femmes. Et pas être prisonnier des biais cognitifs aussi, ça c'est important. Ça c'est un sujet qu'on est en train de plus en plus aborder en journalisme. Mais véritablement, c'est parce qu'on est tous issus d'une éducation, d'une histoire, d'expérience qui nous enferme, si on se laisse aller dans des stéréotypes ou alors dans une expérience véritablement personnelle et qui nous fait avoir un traitement journalistique qui peut porter des biais. Et là, vraiment, en plus, c'est la première année où on en parle en enquête plurimédia en 3e année. Et au départ, quand on en parle aux étudiants, ils sont qui est-ce que vous nous racontez ? Et ce qui est hyper intéressant, c'est que de semaine en semaine, ils se rendent compte véritablement des biais qu'ils portaient. Et si nous, en tant que journalistes, l'objectivité à 150%, à 100%, n'existe pas en l'absolu, voilà, elle devrait exister, et donc c'est à nous aussi de déconstruire ces biais-là et donc d'aller sur le terrain tout en travaillant véritablement qu'est-ce qu'on porte de notre expérience, de notre histoire sur ce sujet-là, et notamment sur l'égalité femmes-hommes et aussi sur la question du genre en global, sur la question aussi des discriminations, parce que l'engagement féministe qu'on porte à travers nos médias, il se porte aussi sur toutes les voix discriminées au sein de la société. C'est porter un nouveau regard aussi sur celle-ci. Donc on a un vrai boulot, une vraie responsabilité. En fait, je pense que on a un vrai boulot. Vous avez un vrai boulot. Vous les futurs communicants, les futurs journalistes, vous avez un vrai boulot. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, et je n'ai pas l'impression qu'il y en a, Jenna nous disait on se bat et ça change. Oui, je pense que vous serez d'accord là-dessus. On se bat et ça change, vous en êtes la preuve. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présence et pour la richesse de ces partages et de ces échanges. J'espère et j'en suis sûre même que ça aura été très inspirant pour tous nos jeunes. Voilà. Merci encore, merci Mathilde, merci Isabelle, merci Marie. Je vous invite tous à vous abonner aux nouvelles news et à vous abonner aux éditions du 8 mars. Vous y trouverez des podcasts, vous y trouverez des articles extrêmement intéressants. Mathilde, on va tous te suivre sur les ambitieuses.
Là, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est plus que des entretiens et ensuite, c'est aussi des documentaires qui sont en train d'être préparés. On est vraiment sur une dimension 360 des choses. Et finalement, ce qu'on est en train de publier en ce moment, c'est une sorte de laboratoire, c'est une sorte de notre développement, mais qu'on ouvre au public pour avoir une dimension écrite, vidéo et j'espère aussi podcast. Voilà, donc prenez part à cette aventure-ci. Et moi, je vais aller acheter le livre d'Isabelle. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je l'ai mis. Attends, élève vont le voir. Et j'aimerais terminer sur cette phrase de Juliette. La place des femmes dans les médias, c'est maintenant. Juliette, vous avez tout à fait raison. Eh bien, prenons cette place. Le nom du livre, Joséphine. Prenons la une. Je vais vous le mettre sur le. On en a commandé plein. Voilà, je veux le mettre. C'est Isabelle. Je vais parler sous votre contrôle pour un journalisme de combat. C'est bien ça? C'est journalisme de combat pour l'égalité des sexes et le sous-titre c'est La plume dans la plaie du sexisme. Journalisme de combat. Voilà. Et je le reçois de l'imprimerie. Je le reçois de l'imprimerie normalement le 11 et donc on vous l'amènera à l'école dès qu'on l'aura. Et puis, il devrait être en vente plutôt à la fin de D'accord. Alors, les étudiantes et les étudiants qui sont intéressés, j'espère qu'il y en a, des garçons intéressés pour lire Journalisme de combat pour l'égalité, revenez vers nous. Voilà. Okay. Et moi, je voulais juste rebondir N'hésitez sur ce pas. que Juliette a dit. Ils ont hâte de le lire. Je voulais rebondir sur ce que Juliette nous a transmis comme message, comme verbatim à ne pas oublier. Moi, je dirais juste, à la question « Quelle est votre place ?» Celle que vous avez envie de prendre. Et à partir de là, avancez. Voilà. C'est pas celle qu'on va vous donner. Merci. Merci à tous. Merci Mathilde pour ce mot de la fin. Bonne soirée et à très bientôt. Merci Marie, merci Isabelle. Très bonne soirée. Merci Véronique. À très merci. Bientôt. À très bientôt. À bientôt à toutes. Merci. Ouais. Et on compte sur vous les jeunes. Hein. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.